Ils formaient le couple parfait, collègues, scientifiques, partenaires dans la vie pour tous ceux qui les connaissaient. Amber et James Martin, proches et amoureux, construisaient un avenir ensemble. Mais ce mois-ci, la violence a brisé cette image dans leur appartement en Iowa. Les autorités disent que James Martin a planifié, pris un couteau et tué sa femme à coups de couteau. Aujourd'hui, ceux qui les connaissaient restent avec cette question obsédante. Comment un mariage qui semblait si parfait peut-il finir ainsi? Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. De l'extérieur, on dirait que c'était le mariage parfait, le partenariat parfait. Deux scientifiques médicaux travaillent ensemble au laboratoire et construisent une vie commune chez eux. Mais si vous suivez les faits divers, vous savez que la vision que l'on a de l'extérieur peut souvent être incroyablement trompeuse. Dans cette histoire, il s'agit d'un couple qui semble être cela aujourd'hui. Pour leurs collègues, les Martin incarnaient un couple uni et amoureux. Elle était vive et gentille, il était plus calme et réservé, mais tous deux étaient incroyablement intelligents et avaient d'excellents emplois. Mais tôt vendredi matin, dans un appartement de l'Iowa, cette image où la réalité a été brisée par la violence. Les autorités affirment que derrière cette façade ordinaire, James Fuller Martin, 7 ans, préparait un plan secret depuis des heures. Un plan selon eux qui a pris fin lorsqu'il a saisi un couteau de cuisine et poignardé plusieurs fois sa femme Amber jusqu'à la mort. Cette affaire glaçante laisse amis et collègues sans réponse. Car la vraie question est, comment une relation apparemment si solide a-t-elle pu finir par un acte présumé de violence aussi brutal et prémédité? Voici la dernière publication qu'Amber Martin a mise sur sa page Facebook. Il s'agit d'un message de bonne année. C'est de la veille du début de l'année 26 et vous pouvez la voir là avec James souhaitant à tout le monde une bonne année. En apparence, il s'agissait d'un couple qui aimait passer du temps ensemble. Et il reste encore tant de questions sur ce qui a mal tourné. Moteur 1, JCAF1-4, répondez à l'alarme. Les rues transversales sont Street et Brown. Ambulance du comté de Johnson, JCAF-4, répondez à un traumatisme pénétrant. Les rues transversales sont Jones Boulevard et Blue Sage Drive. J'ai 26 ans. Allez-y. Vous pouvez approcher, le personnel a confirmé. Nous avons des appels en ce moment. 6 bien reçus. C'était l'appel que les premiers intervenants ont diffusé sur Broadcastify pour un traumatisme pénétrant. Les premiers intervenants sont arrivés chez le couple vers 6h30 vendredi 16 janvier et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur, d'après la plainte pénale. Nous avions Ambre Martin, brillante scientifique et épouse. Souffrant de multiples blessures par arme blanche, elle a été déclarée morte sur les lieux. Son mari, Jacques, était là et il a été placé en garde à vue. Et, selon les plaintes, ce qu'il aurait déclaré à la police à ce moment-là va constituer un élément clé du dossier de l'accusation contre lui. Jacques est détenu dans une prison du comté de Johnson, Iowa, accusé de meurtre au premier degré. La plainte pénale affirme clairement qu'il ne s'agissait ni d'un crime passionnel, ni d'un acte impulsif. Les autorités estiment que c'était un acte délibéré, planifié avant l'aube. J'ai évoqué ce que Jacques Martin aurait déclaré à la police sur place, un point clé pour l'accusation. La plainte pénale révèle ce que Martin aurait dit à la police, un aveu présumé au cœur de l'affaire. La plainte indique que le prévenu aurait, je cite, agi avec préméditation, volontairement, délibérément et avec l'intention de tuer la victime. Mais je veux vous montrer ce passage clé du récit. Voici comment il est rédigé. Citation. Dans les heures précédant le meurtre de la victime par le prévenu a élaboré un plan pour tuer la victime. Le prévenu a pris un couteau de cuisine et a poignardé la victime à plusieurs reprises en la surprenant en sortant d'une pièce. Le prévenu, en garde à vue sur place, a reconnu avoir poignardé la victime. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui vont plus loin que ce que nous entendons en surface dans ce récit. Dans cette plainte pénale, il est également mentionné que les preuves étaient cohérentes avec les observations d'un témoin, bien qu'aucune information supplémentaire ne soit donnée concernant le témoignage d'un témoin en particulier. Qui d'autre se trouvait dans cet appartement lorsque tout cela serait arrivé?
Qu'est-ce qui a poussé ce mari à, soi-disant, tuer sa femme? Qu'est-ce qui se cachait derrière un plan qui a duré des heures? Depuis combien de temps prévoyait-il de faire cela? Prétendument, selon les forces de l'ordre, nous tentons toujours de répondre à ces questions, au-delà des allégations et des documents juridiques. C'est l'histoire d'une femme très respectée dans son domaine et appréciée de ses collègues. Amber Nicole Martin était une scientifique dévouée au moment de sa mort. Elle supervisait les scientifiques de laboratoire en microbiologie à l'université de l'Iowa Healthcare, un poste qu'elle occupait depuis septembre. Elle et James avaient dit fait le voyage depuis l'Illinois, où ils vivaient, pour venir occuper ces postes importants en Iowa maintenant. La superviseure d'Amber a confié à People qu'Amber était une excellente chef, intégrée rapidement à l'équipe, ajoutant un détail bouleversant. Cette collègue se rappelait avoir dit à Amber la semaine précédente qu'elle l'imaginait reprendre son poste un jour. Amber s'est retournée dans l'embrasure et a fait un cœur avec les mains. Avant de déménager dans l'Iowa, Amber et son mari James, ils travaillaient tous les deux au groupe médical de Quincy, dans l'Illinois. Elle était coordinatrice en microbiologie là-bas, et lui était coordinateur en hématologie. Il s'agit de personnes très intelligentes, avec d'excellents emplois respectés. La gentillesse et le dévouement d'Amber ont été reconnus il y a des années. Une publication Facebook de 2019 du groupe médical de Quincy montre Amber honorée pour son expérience. Le prix The Difference Award. Le message précise: Amber Martin, technologue médicale, a reçu le prix Experience The Difference Award du groupe médical de Quincy. Les lauréats incarnent la mission, la vision et les valeurs du QMG et dépassent les attentes envers patients et collègues. La femme qui a proposé Amber l'a décrit comme l'une des personnes les plus gentilles qu'elle connaisse, soulignant que c'est sa façon d'être avec les autres. C'était l'Amber Martin que ses collègues et amis connaissaient, une personne intelligente, gentille, pleine de vie, une femme qui se consacrait entièrement à son travail et à sa communauté. La nouvelle de la mort d'Amber Martin et des accusations portées contre son mari a provoqué une onde de choc dans deux communautés médicales soudées, l'une dans l'Iowa et l'autre à Quincy, dans l'Illinois. Ceux qui les connaissaient ressentaient surtout une grande incrédulité. Dans une déclaration au Muddy River News, un journal local, l'ancienne collègue d'Amber, qui a formé Amber au sein du Quincy Medical Group, a eu du mal à s'y faire. L'image publique d'un couple, avec le crime désormais présumé, s'est produit à l'intérieur de leur maison dans l'Iowa. C'est ce qu'elle a déclaré aux médias. Citation. Amber était une femme tellement merveilleuse. Elle était pleine de vie, gentille et aimée de tous ses collègues. Jim était plus calme et réservé. Ce meurtre dépasse l'entendement de ceux qui les connaissaient chez QMG. Ils semblaient être un couple si uni et aimant, je ne peux pas imaginer ce qui a pu se passer pour changer autant leur relation. Ce sentiment d'un couple uni et aimant s'est retrouvé dans le profond chagrin exprimé par son équipe en Iowa. Le superviseur d'Amber a déclaré ceci à Muddy River News. Celle-ci a également été partagée avec le magazine People, où elle a déclaré: « Mon équipe entière et moi-même sommes choqués et horrifiés par la mort d'Amber. Elle était douce, intelligente et avait une personnalité incroyable. Elle n'était avec nous que depuis septembre, mais nous avons tous l'impression de la connaître depuis toujours. Notre communauté dans le domaine de la microbiologie clinique ne sera plus jamais la même sans elle. » La question est de comprendre ce qui s'est passé en privé pour bouleverser leur relation et pousser cet homme à soi-disant tuer sa femme. Ces questions restent, de façon obsédante, sans réponse, et elles demeurent au cœur de cette affaire. En rassemblant cette histoire, J'ai tapé le nom de James Martin sur truthfinder.com et rien n'est apparu concernant un quelconque passé criminel. Il avait vécu à Quincy, Illinois, et Amber Martin était sa femme. Chez Law and Crime, nous utilisons Truthfinder pour nos recherches dans les dossiers publics. Cela nous fait gagner du temps de recherche afin que nous puissions nous concentrer sur la couverture des affaires criminelles, pas sur la paperasse. Et vous pouvez aussi utiliser Truthfinder. Il suffit de taper un nom pour trouver des adresses, des antécédents criminels et bien plus encore. C'est notre outil principal pour les vérifications et l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. Avec un abonnement, vous effectuez des recherches illimitées pour vérifier de nouveaux voisins, enquêter sur des personnes en ligne ou retrouver un contact, rechercher les délinquants sexuels proches ou vérifier vos antécédents. Restez informés et consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/. Over the counter. nous accueillons un détective New York Police Department à la retraite, aussi co-animateur de l'émission Les Boucliers d'Or. Tom Smith, toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, merci. Vous connaissez cette affaire, nous avons déjà vu des cas similaires. Le couple parfait qui publie sur Facebook et paraît très amoureux.
Mais ensuite, vous avez ceci, vous voyez, une terrible affaire présumée de violence où cette femme, Amber Martin, perd la vie. Qu'est-ce que ça change? C'était une scène de crime avec un coup de couteau. Le suspect est présent. Un témoin était présent. Est-il important d'analyser l'histoire du couple et ce qui a pu mal tourner? Dans quelle mesure cela compte-t-il? Est-ce vraiment important quand il s'agit de constituer le dossier? Peu importe, en tant qu'enquêteur, on se concentre sur les faits, les preuves, le coupable, et on l'envoie en prison. Mais vous voulez, à cause du procès à venir ou de toute procédure judiciaire qui pourrait avoir lieu, vous voulez les preuves et le contexte de ce qui s'est passé. Pour le mobile, cela permet d'avoir un dossier plus solide. Vous examinerez leurs antécédents et réaliserez de nombreux entretiens avec famille, amis, collègues et toute personne ayant eu un lien avec eux pour comprendre leur vie. Dans ce cas, non seulement c'est surprenant, mais on voyait aussi ce qui semblait être un couple très heureux. Et vous avez les amis, les collègues de travail qui ont dit que vous, ils sont tout simplement incroyablement choqués que cela ait pu arriver. En même temps, selon les documents de la police, James Martin aurait planifié de tuer Amber Martin. Il a été précisé peu avant sa mort qu'il s'agissait d'un acte prémédité selon la police et non impulsif. Maintenant, il y a. C'est général car nous ignorons la nature de cette planification. Mais quand vous entendez heure, ce n'était pas quelque chose. Oh, ils l'avaient planifié pendant des mois, des semaines ou des jours, mais ils ont spécifiquement dit heure. Qu'est-ce que cela vous dit? C'était planifié, mais c'était sur un coup de tête. Ce n'était pas comme vous venez de le dire, ce n'était pas planifié sur une longue période. Et comment ils en sont probablement arrivés là, c'est peut-être grâce à une recherche Google. Il a peut-être cherché des choses en ligne. Et on l'a vu tellement de fois, on a travaillé sur des affaires ensemble. Chris, des recherches Google sur comment nettoyer des scènes de crime. Tu sais, une blessure par arme blanche peut tout provoquer. C'est probablement ce qui a amené les enquêteurs à conclure que c'était prémédité, mais pas sur une longue période. Autre point, peu avant l'arrestation, la police a été appelée dans cet appartement du comté de Johnson, Iowa, vers 6h30 du matin, ce qui est, vous savez, assez tôt. Et si vous pensez aux heures qui ont précédé, par exemple, que s'est-il passé pendant la nuit? Nous n'avons pas grand-chose à part la chronologie des informations. Mais quand vous entendez que c'est à ce moment de la journée que tout cela serait arrivé, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, encore une fois, il faut regarder ce qui s'est passé la veille au soir. Ce sera intéressant de savoir ce qui s'est passé la nuit précédente, une dispute, quelque chose au travail, peu importe ce que c'est. Mais ensuite, comme je l'ai dit, ces recherches Google possibles qui ont eu lieu sur son téléphone ou sur un ordinateur ont probablement été faites pendant la nuit. Et c'est pour cela qu'ils sont arrivés à cette conclusion sur le moment où cela aurait pu être planifié, puis mis à exécution pour commettre réellement le crime. Ensuite, en lisant la plainte pénale, parfois elle est très détaillée à ce stade de l'enquête, d'autres fois nous n'avons que quelques bribes d'informations. Mais il y aurait eu un témoin, et on ne sait pas pour l'instant qui était ce témoin. Mais dans une affaire domestique comme celle-ci, quels sont, d'après votre expérience, les types de témoins les plus probables que vous avez rencontrés au cours de votre carrière? Pour un événement de ce genre? Nous comprenons que cela s'est produit dans un appartement avec une troisième personne présente. Quelles sont les catégories de personnes qui peuvent intervenir dans des affaires comme celle-ci? Intéressant qu'ils aient dit témoin, pas témoin oculaire. Cela peut donc être quelqu'un d'un autre appartement qui a entendu une dispute, qui a entendu une menace, qui a entendu l'altercation elle-même et le meurtre. Nous ne savons pas si la victime a crié ou hurlé ou si elle a renversé quelque chose dans son appartement. Cela a incité quelqu'un à prêter attention à la situation. Cela peut être un témoin, un appel ou un message texte envoyé par la victime juste avant. Vous savez, du genre, il est vraiment en colère, il va me tuer, peu importe. Nous avons vu toutes sortes de cas comme ça, donc cela peut concerner divers témoins. Mais comme je l'ai dit, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit témoin oculaire du meurtre, juste le terme simple de témoin. Oui, et nous verrons ce qui va sortir, ce qui va être révélé, vous savez, par le public, et c'est probablement un point de vue un peu injuste que nous avons de l'extérieur de ces enquêtes. Mais vous pensez, d'accord? Appelez sur les lieux, il y a le mari. C'est pratiquement une affaire gagnée d'avance, vous savez, on sait qui l'a fait.
Mais quand il s'agit d'une enquête et de ce qu'il faut prouver devant le tribunal, c'est bien plus que ça. Comme vous le savez, quels sont certains des défis, peut-être les angles morts dans ce genre d'affaires? Ou en apparence, cela semble être une affaire assez simple et il n'y a pas vraiment de mystère sur l'auteur du crime. Quelles sont certaines des choses que vous devez faire lors de votre enquête pour vous assurer de trouver toutes les informations nécessaires que le procureur pourra utiliser pour obtenir une condamnation? Vous l'avez dit, il faut préparer le procès. Dès l'entrée dans cet appartement, vous savez, avant toute action, vous préparez déjà le procès. Ce qui veut dire comment vous obtenez une déclaration de sa part en vous assurant que les avertissements Miranda sont donnés, la collecte des preuves pour garantir qu'elles sont pures et correctes et le transfert des preuves d'un endroit à un autre. Tout mandat de perquisition devait être obtenu. Pour accéder aux réseaux sociaux, ordinateurs ou téléphones, il faut s'assurer que tout soit inattaquable. Les avocats de la défense ont toujours un travail à faire, même lorsque l'affaire semble gagnée, ils trouvent toujours quelque chose. Et la plupart du temps, ça va viser la police d'une manière ou d'une autre. Ils ont mal agi ou ils n'ont pas suivi une procédure ou les preuves ont été mal gérées, ce genre de choses. Dès votre arrivée sur une scène comme celle-ci, commencez à vous préparer pour le procès. Et avec un peu de chance, tout est bien fait et couvert. Comme vous l'avez dit, c'est gagné maintenant. Concernant leurs antécédents, ce couple a déménagé dans cette région de l'Iowa il y a environ 5 mois depuis l'Illinois. Encore une fois, les gens pensaient qu'ils formaient un couple uni. Dans les affaires familiales que vous avez enquêtées au cours de votre carrière, à quel point est-il courant que ce soit ce couple parfait, ce qui est un cliché qui souvent n'est pas vrai? Contrairement au cas connu, nous avons évoqué d'autres situations où, en voyant le casier judiciaire de quelqu'un, on se demande pourquoi la relation dure encore. À quelle fréquence celui-ci semble-t-il surgir de nulle part? Beaucoup, je veux dire, tu le vois assez souvent parce que ce que tu vois en public ou lors de soirées ou peu importe, ce n'est pas forcément ce qui se passe derrière des portes closes ou, tu sais, chez quelqu'un. Et tu ne sais pas. Tu peux connaître les gens sans savoir ce qui se passe dans leur couple. Comme tu l'as dit, on a souvent évoqué de tels cas. C'est ce couple parfait où quelque chose tourne mal d'un côté et ça finit en tragédie comme celle-ci. Oui, et James Martin que nous avons recherché n'avait aucun antécédent ni casier judiciaire. Vous ignorez à quel point il a interagi avec les forces de l'ordre. Lorsque vous interrogez quelqu'un, un suspect dans une affaire comme celle-ci pour un crime très grave, ou s'il est reconnu coupable, il pourrait aller en prison pour le reste de sa vie. Comment l'interrogatoire diffère-t-il avec une personne qui parle peut-être à un policier pour la première et dernière fois de sa vie dans ce contexte? Comparé à quelqu'un qui a peut-être déjà été en prison, interrogé et parlé à la police. Comment les approches diffèrent-elles avec quelqu'un comme ça, qui semble n'avoir jamais parlé à un policier? Peut-être jamais? Oui, elles sont très différentes. Et vous savez, en tant que détective, on en profite. On fait tout correctement et on l'informe de ses droits. Mais s'il est prêt à vous parler, vous profitez de son inexpérience avec les forces de l'ordre. Et vous classez et listez les questions d'une certaine manière pour arriver à l'aveu que vous souhaitez, vous voyez, et à une clarification de ce qui s'est passé. Même en revenant au début de la nuit ou de la journée précédente, tout a mené à cela. Mais vous voulez vraiment profiter de l'inexpérience de quelqu'un quand vous menez un interrogatoire comme celui-ci. Et apparemment, il a avoué sous serment, ou après qu'on lui ait lu ses droits sur les lieux, il a avoué ce coup de couteau. Pour revenir à ce qui ne semble pas vraiment être une affaire, qui l'a fait avec cet aveu, alors que vous rassemblez encore des preuves médico-légales et tentez de reconstituer les faits? Mais j'imagine que la majeure partie de l'affaire que vous montez repose sur le fait que vous avez la personne que vous pensez être l'auteur. Qui vous dit, après qu'on lui ait lu ses droits, qu'elle a bien commis ce crime? Oh, c'est l'enquête parfaite. C'est ce que vous voulez toujours. Vous voulez toujours que le coupable sur les lieux lève les mains et dise ⁇ C'est moi qui l'ai fait ⁇ C'est génial, mais vous ne pouvez pas en profiter. Vous ne pouvez pas le prendre pour acquis, je devrais dire, et simplement passer sous silence certains éléments. Vous devez continuer à suivre les procédures et la liste de contrôle lors d'une enquête pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème au tribunal, qu'aucun détail technique ne vienne tout gâcher et qu'il ne soit relâché ou qu'une preuve ou une déclaration ne soit rejetée pendant le procès. Donc, vous devez toujours vous assurer que toutes vos informations sont exactes.
En examinant ce que nous savons de l'intérieur de cet appartement, vous avez non seulement il pense qu'il a planifié cela pendant des heures avant que cela ne se produise prétendument, mais aussi selon la façon dont ils disent que cela s'est passé. Où ils l'accusent d'avoir tendu une embuscade à sa femme avec un couteau alors qu'elle sortait d'une pièce et la prenant par surprise. Contrairement à ce qui aurait pu être une dispute domestique ou dans le feu de l'action, quelqu'un aurait simplement saisi un couteau. Ce n'est pas que ce serait mieux, mais quel genre de criminel fait ça, tu vois? Quand tu examines tout ça, il n'y a jamais d'excuse, jamais de raison pour expliquer pourquoi. Mais une personne qui planifie puis trouve sa femme, mariée depuis des années, saisit un couteau et l'attaque par surprise. À ce moment-là, C'est brutal, c'est un monstre, car poignarder est très rapproché et personnel. Parce que vous savez, la plupart du temps, à moins d'avoir un coup de couteau direct dans le cœur, c'est une mort atroce, parce que beaucoup de coups de couteau ne sont pas immédiatement mortels. Plus cela dure, plus la personne est torturée. C'est un acte maléfique et personnel, généralement plein de rage lors de coups de couteau. Ce cas n'y fait pas exception. Surtout se cacher et attendre qu'elle entre dans une pièce, puis, comme tu l'as dit, lui tendre une embuscade, c'est un autre niveau de mal. C'est vrai. et c'est le genre de choses que je ne comprendrai jamais. Pour toute personne qui fait ça, mais surtout pour quelqu'un dont personne ne se serait jamais douté. Et puis, il y a ce plan diabolique derrière la façade, vous voyez, ça vous amène à cette question qui est vraiment importante, mais dont vous n'avez peut-être pas besoin pour une condamnation. Le mobile. Et pourquoi quelque chose comme ça arrive? Expliquez-nous le processus, car nous savons ce qu'est un mobile, et qu'à un moment, la police affirme nous pensons que cela s'est produit. Peut-être étaient-ils endettés, on ignore leur situation financière, leurs relations ou leurs activités en ligne. Tout cela, mais quel est précisément ce moment? Quel est le seuil à atteindre? Ou peut-être qu'ils étaient endettés, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il l'a fait. Mais alors, quel seuil atteint-on? Ou dites-vous comme vous avec l'équipe de détectives sur cette affaire? D'en arriver à dire, oui, nous pensons que c'est le mobile, c'est quelque chose qui a provoqué cela. Oui, ce qui est intéressant ici, Chris, comme dans d'autres affaires sur lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul élément, mais d'un ensemble de facteurs accumulés. Et tu viens d'énumérer tout un tas de causes probables, leur situation financière, leurs relations. Y avait-il quelque chose en coulisses ou au travail qui aurait tout déclenché? Je veux dire, tu peux littéralement avoir une liste de mobiles et chacun d'eux a sa propre signification. Mais une fois que tu en trouves un, tu ne t'arrêtes pas, tu vas juste le noter et en prendre compte, mais tu vas continuer à chercher. Parce que dans la plupart des cas, c'est probablement plus d'une chose. Et je te garantis que c'est aussi le cas ici. Et l'une d'elles, tu vois, je pensais, juste en regardant ça, ils ont récemment déménagé de l'Illinois vers l'Iowa, donc ce n'est pas un déménagement à travers tout le pays. Ils ont quitté leur ancienne vie pour en commencer une nouvelle près de l'université de l'Iowa. Parfois, cela peut-il paraître aussi insignifiant. C'est un grand changement de vie, mais pas lié à un meurtre. Ce genre de choses peut être stressant, j'en conviens, même si je ne fais que spéculer. Mais même dans certains cas, est-ce qu'il s'agit d'une petite chose qu'on n'associerait pas à un crime? Quelque chose qui parfois peut mener à ce genre de situation. Bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut être tout. Une petite chose peut suffire à ce que beaucoup se demandent, c'est cela qui l'a poussé à tuer sa femme? On ne sait pas. Et il faut aussi vérifier peut-être ses antécédents mentaux. Y a-t-il eu une thérapie dans le passé, quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là chez lui et qu'ils doivent aussi examiner? Le moindre déclencheur à tout lancer. Et pour revenir, alors que nous concluons, à certains aspects, vous savez, de la partie du couple parfait. Ce qui ressemble à un épisode de Dateline où ce n'est pas, vous savez, c'est un peu cliché, et on le voit tout le temps dans les faits divers, où c'est, oh mon Dieu, ils avaient l'air du couple parfait, et nous tombons aussi dans ce piège ici. En général, dans ces cas, à quelle vitesse cela arrive? Il semblait le couple parfait, mais après quelques questions, on voit que ce n'était peut-être pas le cas. Aucun doute. Comme je l'ai dit, dès que vous commencez les entretiens et vérifiez les antécédents, tout cela sera mis en lumière. Sur ce qu'ils étaient vraiment en coulisses, il pourrait même y avoir une ou deux personnes qui émergent lors de ces entretiens. Elles ne seront pas surprises qu'une telle chose soit arrivée. Oui, c'est une histoire terrible. Amber Martin, avec une brillante carrière scientifique, était très appréciée et aimée.
Et maintenant, il y a son mari, qui semblait être un partenaire formidable. Mais certainement, avec ce dont il est accusé, ce n'était apparemment pas le cas. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et co-animateur de Gold Shield, merci d'être avec nous sur Law and Crime. C'est un plaisir. Toujours un plaisir, Chris, merci. James Martin n'a pas encore plaidé concernant les accusations selon lesquelles il aurait tué sa femme. C'est tout pour On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et regardez les épisodes sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.